Ce matin, le docteur Françoise Berthoud, que beaucoup connaissent ici, parce que Françoise est une habituée de nos journées d'été, et donc elle est déjà d'ailleurs intervenue comme conférencière il y a quelques années, à Évian, voilà, c'est ça. Et elle vient régulièrement, et on la connaît, elle intervient, elle fait des apports tout à fait intéressants. Et ce matin, elle nous parle du problème du vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et aussi de l'affaire du docteur Wakefield en Angleterre. Le problème, c'est toute cette affaire donc il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs sur la revue il y a quelques années. Et j'ajoute que Françoise aussi travaille avec le groupe européen. Vous savez qu'il y a un groupe européen dont Alice fait partie, dont Hélène aussi fait partie, et qui se réunit tous les ans pour essayer on va dire, de coordonner les actions au niveau de l'Europe. Eh bien, François en fait partie, et la réunion cette année aura lieu à Bruxelles, c'est ça? Près de Bruxelles. À Louvain. À Louvain. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en parler au moment de l'Assemblée générale. Voilà. Donc, et je donne la parole à toi, Françoise. Oui, alors c'est tout à fait juste ce que Joël a dit. Je m'appelle Françoise Berthoud. Simplement par rapport à la conférence, oui, je parle de Andrew. Alors moi, si je parle anglais, je dis Andrew Wakefield. Et puis en français, je sais pas, on dit Wakefield ou bref, c'est lui. Et surtout, ce qui s'est passé de très important par rapport à lui, c'est qu'il a fait un lien entre ce fameux vaccin ROR et l'autisme. Ça, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors moi, j'avais mis comme titre la saga de Wakefield. Et puis Joël, il a marqué l'affaire. Bon, moi je me suis dit, j'aime bien la saga, c'était joli, c'était poétique comme ça. Et après je me suis dit, mais c'est vrai, c'est bien une affaire. Parce que c'est une affaire de gros sous. Bon, je voudrais dire deux, trois précisions par rapport au groupe européen. Donc ce groupe européen s'appelle Forum européen de vigilance vaccinale, en français. Mais comme on y parle surtout anglais, parce qu'il y a des gens de partout, le sigle c'est EFVV. Donc c'est en anglais, European Forum of Vaccine Vigilance. Donc si vous voulez aller sur le site, pour le mettre plus près, si vous voulez aller sur le site, c'est efvv.eu, Europe. Et il y a beaucoup d'anglais, mais il y a aussi du français. Voilà, ça c'est pour le groupe européen. Ce groupe s'est fondé grâce à d'autres gens et Françoise Joël il y a de nombreuses années. Et en 2005, ce groupe a déposé une motion au Conseil de l'Europe pour demander une abolition des obligations vaccinales qui sont différentes d'un pays à l'autre en Europe. Donc cette motion n'a jamais eu de réponse par rapport au Conseil de l'Europe. Et le 3 septembre, nous allons revoir Michel Rivasi, pour travailler avec elle les conditions dans lesquelles on peut reformuler cette demande au Conseil de l'Europe. Parce que depuis, la situation s'est très gravement aggravée avec l'entrée des pays de l'Est. Donc on a un représentant en Slovénie, Ljubljana, et là-bas il y a 9 vaccins obligatoires, et très sévèrement obligatoires, avec des conditions, etc. Et c'est la même chose, ou pire, en Croatie, en Pologne, en Tchéquie, etc. En Hongrie, enfin bon, dans tous ces pays ex-soviétiques. C'est drôle parce qu'il semble qu'en Russie, il n'y a pas trop d'obligations vaccinales en ce moment, c'est pas trop grave. Par contre, les pays européens, ou bientôt européens et soviétiques, c'est vraiment une plaie très grave. Voilà. Alors donc, moi je m'appelle Françoise Berthoud, je suis médecin, j'ai fait des études de médecine à Genève, donc je suis suisse, et j'ai vécu pratiquement toute ma vie à Genève. Donc je suis médecin et j'ai fait la spécialisation de pédiatrie en hôpital, très sérieuse, avec pas beaucoup d'informations sur les vaccins, sauf qu'il faut les faire. Donc j'ai vacciné, mais heureusement à l'époque, c'était quand même il y a assez longtemps,
Il n'y en avait pas autant que maintenant. C'était tétanos, diphtérie, polio, coqueluche. Donc voilà, je peux peut-être être pardonnée par l'univers d'avoir vacciné parce qu'il y en avait quand même beaucoup moins. Et puis sortie de l'hôpital, j'ai rencontré des parents qui me disaient qu'ils ne pourraient pas faire autre chose que nous vacciner. Et puis d'autres thérapeutes qui apprenaient d'autres manières de voir la santé. Donc là, je me suis retrouvée dans un groupe de femmes qui ont ouvert une clinique de femmes, c'était de la gynécologie surtout, pour donner des consultations de 1 heure au lieu de 7 minutes, et que la décision thérapeutique soit prise en commun avec la patiente et les soignantes. Donc là, j'ai beaucoup appris, et mes co-travailleuses de ce lieu avaient toutes envie d'apprendre autre chose, l'acupuncture, la phytothérapie, l'homéo. Et donc là, je me suis passionnée pour l'homéo, et j'ai donné de moins en moins d'antibiotiques et de moins en moins de vaccins tout au long de ma vie. Ceux qui ont lu mes petits livres savent que je me caractérise surtout par l'histoire des 3 doctoresses, la docteure Seringue, la docteure Doute et la docteure Nature, qui chacune répondent à des questions dans certains livres. Et voilà, j'ai dégringolé où je suis montée de docteur Seringue à docteur Doute pendant très longtemps du doute, parce qu'un médecin bien éduqué par la faculté, l'hôpital et tout ça, c'est pas en 3 jours que ces doutes diminuent. Il faut du temps. Et je sais pas si c'est 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais de toute façon les doutes sont là. Et maintenant j'espère pouvoir m'appeler docteur Nature, qui n'a plus besoin de rien du tout. Ni de vaccin bien sûr, ni de médicaments extérieurs. Et voilà, donc c'est intéressant de voir que quelqu'un peut changer quand même. Donc il y a peut-être d'autres médecins qui vont changer aussi. C'est bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par l'autisme. Parce que l'autisme, c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait. Il n'y a pas qu'un autisme. Si vous connaissez des enfants autistes, il y en a qui sont complètement débiles mentaux, qui parlent absolument pas, qui crient toute la journée, qui ne supportent rien, etc. Et puis après, il y a toute une gradation de gravité, jusqu'aux gens qu'on appelle encore maintenant les Asperger, qui sont, il y a eu des émissions à leur propos, on peut les appeler les idiots savants parfois. Donc c'est des gens qui ont des caractéristiques d'autisme au niveau de la communication avec les autres, au niveau de la difficulté de s'intégrer à cette société, mais qui peut avoir une intelligence extraordinaire et souvent une intelligence focale. Donc ce n'est pas une intelligence qui va pouvoir parler de tous les sujets et comprendre tout. Mais certains ont cette faculté aussi, mais les plus caractéristiques, ils ont une intelligence extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Par exemple, pour les mathématiques, ils vont vous dire que le 6 décembre 1846, c'était un lundi. Voilà, comme ça. Ou bien on leur joue un petit morceau de Beethoven. Il y en a auquel je pense, qui est aveugle en plus. Ils l'écoutent, ils le rejouent exactement. Et après on lui dit fais-nous ça dans le style de Mozart. Et hop, il part dans le style de Mozart. Donc une faculté musicale hors du commun en fait. Et puis il y en a qui en montrent une photo avec des immeubles par exemple. 30 secondes ou même 10 secondes. Et après ils peuvent dessiner exactement, trait pour trait, l'image. C'est assez fabuleux. Donc voilà, l'autisme, c'est pas une seule chose, c'est vraiment quelque chose de multiples facettes. Alors actuellement, il y a le DSM-5 qui est sorti. Qui est-ce qui sait ce que c'est le DSM? Une main, 2 mains, bon, 3 mains, 4 mains, donc c'est une minorité. Le DSM, c'est une abréviation anglaise. M, c'est manuel. D, c'est disease. DSM. S, je ne me souviens pas. C'est un catalogue des maladies psychiatriques qui est créé par l'Association américaine de psychiatrie.
Et comme le dictionnaire, il est créé par l'Académie française, hein, et qui en est à sa 5e édition. Dans la première édition, je ne sais plus très bien quelle année, mais il y a pas mal d'années, il y avait, je crois, 112 diagnostics. Et chaque année, il y en a plus, et maintenant, il y en a 543. Donc, c'est comme s'il y avait une volonté de psychiatriser la société. Par exemple, on ne peut plus être timide. C'est la psychose sociale, par exemple. Hein, voilà. On ne peut plus avoir plus envie d'aller à l'école. C'est la phobie scolaire. Voilà. Et puis avec chacun de ces diagnostics redondants, très... Pardon ? On a un médicament en face. Oui, exactement, c'est ce que j'avais cherché l'objectif pour le diagnostic. C'est un diagnostic scientifique, en fait. Hein. Pourtant, la psychiatrie n'est pas quelque chose de scientifique. C'est un diagnostic, et bien, il y a la pilule en face. Hein, évidemment, la chimie en face. On dit même qu'aux États-Unis, il y a une grande liberté de faire de la publicité sur les chaînes de télévision pour Big Pharma. Hein, donc, envoyer plein d'images magnifiques, il faut vous vacciner contre ci ou ça. Et puis ils disent, oh c'est génial, on a trouvé un nouveau syndrome psychiatrique, X ou Y, avec telle caractéristique, il donne les 5 critères pour ce diagnostic, et un médicament. Et il y a des études qui montrent qu'une proportion importante de la population, dans les semaines qui viennent, vont chez le généraliste ou chez le psychiatre en énumérant ces 5 critères et en demandant ce médicament. Donc il y a une puissance des médias qui est impressionnante. Hein. Voilà. Alors, dans le DSM-5, pour revenir à notre autisme, le diagnostic s'est simplifié quelque part. Il n'y a plus le Asperger. Officiellement, le Asperger n'existe plus, hein, ces idiots savants. Il y a juste autisme, stade 1, stade 2, stade 3. Et les critères de ces stades sont à quel point cet enfant ou cet adulte a besoin d'aide médicale et sociale. Et voilà. Donc, il y a des gens qui sont très inquiets par rapport à cette nouvelle dénomination, parce qu'ils ont l'impression que c'est une dénomination qui est faite pour diminuer l'aide, en fait, à toutes ces populations d'autisme. Parce que si on est seulement en degré 1, ben on ne va pas recevoir d'aide, en particulier les Asperger, qui sont des gens souvent qui peuvent même vivre dans l'autonomie, je veux dire qu'ils peuvent avoir un boulot, un salaire, etc. Mais ils ont quand même probablement besoin de soutien psychologique. Par exemple, là c'est un exemple, ben, ils n'auront plus d'aide, des assurances, etc. à cause du fait qu'ils sont seulement degré 1. Voilà, donc maintenant c'est comme ça la situation. Alors il y a des pétitions